Aujourd'hui, cette femme dirige un empire de 50 millions de dollars. Elle possède 3 immeubles dans le centre de Paris, une villa au bord de la mer en Corse, et une équipe de 230 employés qui travaillent pour elle chaque jour. Son visage apparaît dans les magazines, les chaînes de télévision se battent pour l'interviewer, et les plus grands entrepreneurs de ce pays veulent s'asseoir à sa table pour apprendre ses secrets. Mais il y a exactement 6 mois, cette même femme fouillait dans les poubelles derrière un supermarché pour trouver de quoi nourrir ses 3 enfants. Elle dormait dans sa voiture, une vieille berline cabossée dont le chauffage ne fonctionnait plus depuis des semaines. Ses enfants pleuraient chaque soir parce qu'ils avaient froid, parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi leur vie était devenue un cauchemar. Et voici comment un seul coup de fil, un appel de 4 minutes et 30 secondes, transforme cette femme en l'une des personnalités les plus influentes de sa génération. Cette histoire va vous surprendre, elle va vous choquer, et surtout, elle va changer votre façon de voir la vie. Avant de continuer, je veux vous demander quelque chose de simple. Dites-moi en commentaire depuis quel pays ou quelle ville vous me regardez en ce moment. Je lis chaque commentaire, et ça me fait toujours plaisir de voir à quel point cette communauté grandit aux 4 coins du monde. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Appuyez sur le bouton pour vous abonner, activez la cloche pour ne rien manquer, et mettez un pouce bleu sur cette vidéo. Ça ne vous coûte rien, mais pour moi, ça change tout. Ça me permet de continuer à vous raconter des histoires comme celle-ci, des histoires vraies, des histoires qui méritent d'être entendues. Alors restez avec moi, installez-vous confortablement, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous laisser sans voix. Elle s'appelle Amina Belkacem. Elle est née dans un petit village au sud de la France, un endroit où tout le monde se connaît et où les nouvelles circulent plus vite que le vent. Son père était ouvrier dans une usine de textile. Sa mère restait à la maison pour s'occuper des enfants. Amina était l'aînée de 5 frères et sœurs. Très tôt, elle a compris que la vie n'offrait rien gratuitement. À 8 ans, elle aidait déjà sa mère à préparer les repas pour toute la famille. À 12 ans, elle vendait des gâteaux faits maison devant l'école pour se payer ses fournitures scolaires. À 15 ans, elle travaillait le week-end dans une boulangerie du quartier pour aider ses parents à payer les factures. Cette fille n'avait pas le choix. Elle devait se battre, et elle le faisait sans jamais se plaindre. Le village où elle a grandi s'appelait Beaumont. Un village de 3000 habitants, entouré de collines et de champs de lavande. La vie y était simple, presque hors du temps. Les rues étaient calmes, les voisins se saluaient le matin, et tout le monde connaissait le prénom de tout le monde. Mais derrière cette apparence paisible, beaucoup de familles vivaient dans la difficulté. Le tissu économique était fragile. Quelques usines, des commerces de proximité, et pas grand-chose d'autre. Quand une usine fermait, c'est tout le village qui en souffrait. Et c'est exactement ce qui est arrivé quand Amina avait 16 ans. L'usine où travaillait son père a annoncé sa fermeture du jour au lendemain. 250 employés se sont retrouvés sans travail. Le village a plongé dans une crise silencieuse que personne ne voulait regarder en face. À l'école, Amina était brillante. Ses professeurs disaient qu'elle avait quelque chose de différent. Une intelligence vive, une curiosité insatiable, et surtout une détermination qui forçait le respect. Elle finissait toujours première de sa classe, malgré les heures de travail qu'elle accumulait en dehors de l'école. Son professeur de français, un homme passionné qui s'appelait Monsieur Delvaux, avait remarqué son talent pour l'écriture. Il lui prêtait des livres de sa propre bibliothèque, des romans, des essais, des récits de voyage. Amina les dévorait. Elle lisait parfois jusqu'à 2 heures du matin, cachée sous sa couverture avec une lampe de poche pour ne pas réveiller ses frères et sœurs qui dormaient dans la même chambre. Elle ramenait ses bulletins à la maison, et son père la regardait avec des yeux remplis de fierté. Il posait sa main sur sa tête et lui disait que c'est elle qui allait changer le destin de cette famille. Ces mots, Amina ne les a jamais oubliés. Ils se sont gravés dans son esprit comme une promesse qu'elle s'est jurée de tenir. Chaque soir avant de dormir, elle répétait ces mots dans sa tête comme une prière. Je vais changer le destin de cette famille. Je vais changer le destin de cette famille. C'était devenu sa raison de se lever chaque matin. Après le baccalauréat, elle a voulu s'inscrire à l'université. Son rêve était de faire une école de commerce. Elle avait lu dans un magazine qu'une grande école parisienne offrait des bourses aux meilleurs élèves issus de milieux modestes. Elle a envoyé son dossier, avec ses bulletins, une lettre de motivation de 3 pages qu'elle avait réécrite 7 fois, et une recommandation de Monsieur Delvaux. Des semaines en passent. Puis la réponse est arrivée par courrier. C'était un non. La bourse avait été attribuée à un autre candidat. Amina a relu la lettre 3 fois, immobile dans la cuisine, pendant que sa mère la regardait sans rien dire.
Puis elle a plié la lettre, elle l'a rangée dans un tiroir, et elle n'en a plus jamais parlé. Les finances de la famille ne permettaient pas de payer les études. Son père avait perdu son emploi et n'en avait pas retrouvé. Il enchaînait les petits travaux, de la maçonnerie, du jardinage, tout ce qu'il trouvait. Mais ça ne suffisait pas. Amina a donc fait un choix. Au lieu de poursuivre ses études, elle a pris un emploi dans un centre d'appel à Montpellier. Elle a quitté le village pour la première fois de sa vie. Elle avait 18 ans, un sac à dos, et 300 € en poche. Elle a pris le car un matin de septembre, sans savoir quand elle reviendrait. Le centre d'appel était un grand bâtiment gris dans une zone commerciale en périphérie de la ville. À l'intérieur, des dizaines de personnes assises devant des écrans, coiffées d'un casque, qui répétaient les mêmes phrases toute la journée. Amina répondait au téléphone 8 heures par jour, parfois 10, pour un salaire à peine suffisant pour couvrir le loyer d'un petit appartement en banlieue. Elle partageait cet appartement avec 2 autres filles, des collègues du centre d'appel. La chambre d'Amina était minuscule. Un lit, une table, une chaise. C'était tout. Mais c'était chez elle, et elle en était fière. C'était un travail répétitif, épuisant, mais elle le faisait avec le sourire. Parce qu'elle savait que chaque journée de travail était un pas de plus vers quelque chose de meilleur. Les clients n'étaient pas toujours aimables. Certains criaient, d'autres insultaient. Amina gardait son calme. Elle avait cette capacité rare à ne jamais prendre les choses personnellement. Un collègue lui a demandé un jour comment elle faisait pour rester aussi sereine face aux clients difficiles. Elle a répondu en souriant qu'elle avait grandi dans un village où tout le monde se disputait pour des histoires de clôture et de chèvres, et que rien ne pouvait être pire que ça. Pendant 2 ans, Amina a enchaîné les heures supplémentaires. Elle économisait chaque centime. Elle ne sortait jamais, ne s'achetait rien de superflu. Ses collègues allaient boire un verre le vendredi soir, elle restait chez elle. Elle partait en vacances l'été, elle prenait des heures supplémentaires. Le soir, après le travail, elle lisait des livres. Des livres sur le commerce, sur la gestion, sur l'entrepreneuriat. Elle empruntait ses ouvrages à la bibliothèque municipale et les dévorait les uns après les autres. Elle prenait des notes dans un petit carnet que son père lui avait offert pour ses 16 ans. Un carnet à la couverture marron avec ses initiales gravées dessus. Ce carnet, elle le remplissait de rêves et de plans. Des idées de projets, des calculs, des stratégies. À 21 ans, cette jeune femme avait déjà une vision claire de ce qu'elle voulait construire. C'est à ce moment-là que la vie a commencé à lui envoyer ses premières épreuves sérieuses. Son père tombe gravement malade. Un soir, sa mère l'a appelé en pleurant. Son père avait été hospitalisé d'urgence. Les médecins avaient découvert une tumeur. Le diagnostic était lourd. Il fallait opérer rapidement, puis enchaîner avec des mois de traitement. Le coût était astronomique. La sécurité sociale prenait en charge une partie, mais il restait des milliers d'euros à payer pour les soins complémentaires, les déplacements vers l'hôpital situé à 3 heures de route, et les médicaments que l'assurance ne couvrait pas. Amina a vidé ses économies sans hésiter. Tout l'argent qu'elle avait mis de côté pendant 2 ans, chaque centime, est parti dans les frais médicaux. Elle faisait des allers-retours entre Montpellier et le village chaque semaine pour être au chevet de son père. Elle prenait le car le vendredi soir après le travail et rentrait le dimanche soir pour reprendre le lundi matin. Elle ne dormait presque plus. Son visage était creuse, ses yeux cernes. Ses collègues voyaient bien que quelque chose n'allait pas, mais Amina ne disait rien. Elle gardait tout pour elle, comme elle l'avait toujours fait. Malheureusement, malgré tous les soins, son père est décédé 3 mois plus tard. C'était un mardi après-midi. Amina était au travail quand elle a reçu l'appel de sa mère. Elle a posé son casque, elle s'est levée, elle est sortie du bâtiment sans dire un mot à personne. Elle s'est assise sur le trottoir devant le centre d'appel et elle est restée là, sous la pluie, pendant plus d'1 heure. Elle ne pleurait pas. Elle ne bougeait pas. Elle fixait le vide devant elle. Quelque chose s'était brisé à l'intérieur. Ce jour-là, Amina a senti le monde s'effondrer sous ses pieds. L'homme qui croyait en elle, celui qui lui avait dit qu'elle changerait le destin de la famille, n'était plus là. Elle s'est retrouvée face à un vide immense. Un chagrin si profond qu'il lui coupait le souffle. Pendant des semaines, elle n'a pas pu travailler. Elle restait dans son appartement, les volets fermes, incapable de manger, incapable de dormir, incapable de penser à quoi que ce soit d'autre qu'à cette perte insupportable. Ses colocataires lui apportaient de la nourriture qu'elle ne touchait pas. Le téléphone sonnait, elle ne répondait pas. Le monde continuait à tourner autour d'elle, mais elle avait l'impression d'être figée dans le temps. Puis un matin,
quelque chose change. Elle ne sait pas exactement ce qui se passe. Peut-être que le chagrin avait atteint un point où il ne pouvait plus aller plus loin. Elle s'est levée, elle a ouvert les volets, et la lumière du soleil est entrée dans la pièce. C'était un rayon de soleil d'automne, doux et tiède. Elle a senti sa chaleur sur son visage et quelque chose a bougé en elle. Elle a pris le petit carnet que son père lui avait offert. Elle l'a ouvert à la première page et elle a lu les mots que son père y avait écrits de sa main le jour où il le lui avait donné. Fais de ta vie quelque chose d'extraordinaire, ma fille. À cet instant précis, Amina a décidé que la meilleure façon d'honorer la mémoire de son père était de réussir. De se relever et de construire tout ce qu'elle avait toujours rêvé de bâtir. Elle est retournée travailler au centre d'appel. Mais cette fois, elle avait une énergie différente. Une flamme nouvelle brûlait en elle. Pas une flamme de colère ou de revanche. Une flamme de détermination calme, presque sereine. Pendant ses pauses déjeuner, au lieu de manger à la cantine avec les autres, elle s'installait sur un banc dehors et elle étudiait le marché de la cosmétique naturelle sur son téléphone. Elle avait remarqué quelque chose au cours des mois précédents. Les femmes autour d'elle, ses collègues, ses voisines, les clientes qu'elle avait au téléphone, elles cherchaient toutes des produits de beauté sains, sans produits chimiques nocifs, mais les options disponibles étaient soit trop chères pour leur budget, soit de mauvaise qualité et remplies de promesses non tenues. Il y avait un espace à prendre, un marché à combler, et Amina l'avait repéré avec la précision d'un chasseur. Elle a commencé à faire des recherches approfondies. Elle étudiait les compositions des produits vendus en magasin, elle lisait des articles sur les propriétés des plantes et des huiles essentielles, elle regardait des tutoriels sur la fabrication artisanale de cosmétiques. Elle a contacté un herboriste du marché de Montpellier, un vieil homme barbu qui connaissait chaque plante par son nom latin. Il a été impressionné par la curiosité de cette jeune femme qui posait des questions pendant des heures et prenait des notes frénétiques dans son petit carnet marron. Il lui a enseigné les bases. Quelles huiles utiliser pour quel type de peau, quelles plantes avaient des vertus cicatrisantes, anti-inflammatoires ou hydratantes, comment conserver les préparations naturelles sans conservateurs chimiques. Avec ses dernières économies, à peine 300 €, elle a commencé à fabriquer des crèmes et des huiles dans sa cuisine. Elle achetait les ingrédients en petite quantité chez l'herboriste, qui lui faisait parfois crédit quand elle était à court d'argent. Les premières recettes étaient imparfaites. La texture n'était pas toujours bonne, l'odeur n'était pas toujours agréable. Un lot entier de crème a tourné au bout de 2 jours parce qu'elle avait mal dosé un conservateur naturel. Un autre a provoqué une légère irritation sur sa propre peau parce que la concentration d'huile essentielle était trop élevée. Mais elle persévérait. Elle testait, elle ajustait, elle recommençait. Chaque erreur était une leçon. Chaque échec la rapprochait de la bonne formule. Chaque soir après le travail, sa cuisine se transformait en laboratoire. Les casseroles et les poêles laissaient place aux bêchers, aux flacons, et aux petites balances de précision qu'elle avait achetées d'occasion sur un site de vente en ligne. Elle notait chaque formule, chaque dosage, chaque résultat dans son carnet. Elle numérotait ses essais. Formule 1, Formule 2, Formule 3, jusqu'à la Formule 27. C'est la Formule 27 qui a tout changé. Au bout de plusieurs semaines de travail acharné, elle a trouvé une crème pour le visage dont la texture était parfaite, soyeuse et légère, et dont les résultats sur la peau étaient visibles en quelques jours. Elle l'a testée sur elle-même pendant 2 semaines. Sa peau était éclatante, douce, sans la moindre imperfection. Elle savait qu'elle tenait quelque chose. Elle a offert ce produit à ses collègues du centre d'appel. Pas pour le vendre, juste pour avoir des retours honnêtes. Les réactions ont été unanimes. Tout le monde adorait cette crème. Les femmes revenaient vers elle chaque matin avec des compliments et des questions. Certaines lui montraient leur visage en disant qu'elle n'avait jamais eu la peau aussi douce, aussi lumineuse. Une collègue qui souffrait de rosacée depuis des années a vu ses rougeurs diminuer significativement en moins d'1 semaine. Le bouche à oreille a commencé à faire son travail. En quelques semaines, Amina recevait des commandes de personnes qu'elle ne connaissait même pas. Des amis d'amis, des voisines de collègues, des inconnus qui avaient entendu parler de cette fameuse crème par des publications sur les réseaux sociaux. Amina a alors pris une décision audacieuse. Elle a quitté son emploi au centre d'appel pour se consacrer entièrement à son projet. Quand elle a annoncé sa décision à son responsable, il l'a regardée avec un mélange d'incrédulité et de pitié. Il lui a dit qu'elle faisait la pire erreur de sa vie. Que le marché de la cosmétique était sature. Que des milliers de petites marques naissaient et mouraient chaque année. Que sans diplôme, sans réseau, sans capital, elle n'avait aucune chance. Amina la écoute poliment, elle la remercie pour ses 2 années de travail, et elle est partie.
Sa mère la suppliait de garder son travail. Ses amis lui disaient qu'elle prenait un risque énorme. Même l'herboriste, qui croyait pourtant en ses produits, lui conseille de garder un emploi en parallèle, au moins au début. Mais Amina avait cette conviction profonde, cette certitude intérieure que son chemin se trouvait ailleurs. Elle avait appris à écouter cette voix à l'intérieur d'elle-même, cette voix qui lui disait de foncer même quand tout le monde lui criait de reculer. Elle ignore les critiques et elle s'est lancée corps et âme dans son entreprise. Les premiers mois ont été extrêmement difficiles. Plus difficiles que tout ce qu'elle avait imaginé. Elle n'avait plus de salaire fixe. Les commandes arrivaient au compte-gouttes, pas assez pour couvrir toutes ses dépenses. Elle devait acheter les ingrédients, les emballages, les étiquettes, payer le loyer, l'électricité, le téléphone. Et elle devait nourrir ses enfants. Parce que oui, entre-temps, Amina était devenue mère. Elle avait eu 3 enfants avec un homme qu'elle avait rencontré à Montpellier. Un homme charmant au début, qui l'avait séduite avec des promesses et des mots doux. Ils avaient vécu ensemble pendant 4 ans. Puis un matin, sans prévenir, il avait pris ses affaires et il était parti. Un simple message sur le téléphone. Je ne peux plus. C'est tout. Pas d'explication, pas d'excuse, pas d'adresse où le joindre. Il avait disparu, la laissant seule avec 3 bouches à nourrir et aucune aide. Ce départ l'avait dévastée, mais pas autant que la mort de son père. Elle avait déjà appris à encaisser les coups de la vie, et elle savait que s'apitoyer sur son sort ne changerait rien à sa situation. Mais la réalité financière était impitoyable. Au bout de quelques mois sans salaire régulier, l'argent s'est complètement évaporé. Elle ne pouvait plus payer le loyer. Les lettres de rappel s'accumulaient sur la table de la cuisine. D'abord un rappel poli, puis un deuxième plus ferme, puis un troisième avec des menaces de poursuite. Les appels des créanciers ne cessaient jamais. Son téléphone sonnait à toute heure. Des voix froides et mécaniques qui réclamaient de l'argent qu'elle n'avait pas. Un matin de janvier, alors que le froid mordait les joues et que les fenêtres de l'appartement étaient couvertes de givre, elle trouve un avis d'expulsion colle sur sa porte. Elle avait 3 semaines pour quitter l'appartement. 3 semaines. Avec 3 enfants en bas âge. Pas de famille proche pour l'héberger. Sa mère vivait dans un petit appartement de 2 pièces au village et n'avait pas la place. Pas d'amis en mesure de l'accueillir durablement. Rien. C'est à ce moment-là que la vie d'Amina a basculé dans ce qu'elle appelle encore aujourd'hui ses mois noirs. Elle a vécu dans sa voiture pendant 11 semaines. 77 jours exactement. 77 nuits dans une vieille berline garée sur un parking de supermarché en banlieue parisienne. Elle avait quitté Montpellier pour Paris parce qu'elle pensait que la capitale offrirait plus d'opportunités. Elle avait tort, du moins pour l'instant. Ses enfants dormaient sur la banquette arrière, enroulés dans des couvertures qu'elle avait récupérées dans un centre d'aide sociale. Elle avait fabriqué un système avec des draps accrochés aux vitres pour que personne ne voie à l'intérieur, et aussi pour garder un peu de chaleur. Mais en plein hiver, rien ne suffisait. Les températures descendaient parfois en dessous de 0. Le matin, elle réveillait ses enfants doucement, les habillait avec les vêtements les plus chauds qu'elle avait, et les emmenait à l'école en marchant. Elle avait réussi à les inscrire dans une école du quartier en donnant l'adresse d'un foyer d'hébergement d'urgence comme domicile. Après l'école, elle allait chercher de la nourriture. Elle faisait la queue dans les associations caritatives, parfois pendant 2 heures, pour un repas chaud et quelques provisions. Elle fouillait dans les poubelles des supermarchés le soir, après la fermeture, pour récupérer les fruits et légumes jetés. Des bananes un peu mûres, des pommes légèrement cabossées, du pain de la veille. Elle n'avait pas honte. Elle faisait ce qu'une mère fait quand ses enfants ont faim. Elle survivait. Ses enfants, malgré leur jeune âge, sentaient que quelque chose n'allait pas. L'aîné, qui avait alors 6 ans, lui a demandé un soir pourquoi il ne dormait plus dans un lit comme avant. Amina a pris sa fille dans ses bras et lui a dit que c'était une aventure, qu'ils campaient, que c'était temporaire et que bientôt ils auraient une belle maison avec un jardin. La petite a souri, rassurée par les mots de sa mère. Mais Amina, elle, ne savait pas si elle croyait encore à ce qu'elle disait. Chaque nuit, une fois ses enfants endormis, elle pleurait en silence. Les larmes coulaient sur son visage sans qu'elle fasse le moindre bruit, parce qu'elle ne voulait pas les réveiller. Elle se posait 1000 questions. Comment en était-elle arrivée là? Ou est-ce qu'elle avait fait une erreur? Est-ce qu'elle aurait dû écouter les autres et garder son travail au centre d'appel? Est-ce que son père aurait eu honte d'elle? Cette dernière question était la plus douloureuse. L'idée que son père, de là où il était, puisse être déçu, ça la détruisait plus que le froid et la faim réunis. Mais même dans ces moments les plus sombres,
elle n'a jamais abandonné son rêve. Elle gardait son petit carnet avec elle, glisse dans la poche intérieure de son manteau, et le soir, à la lumière blafarde de son téléphone, elle continuait à écrire des idées, des formules, des plans. Elle dessinait des logos pour sa future marque, elle calculait des prix de revient, elle imaginait des campagnes de communication. Parce que pour Amina, arrêter de rêver, c'était mourir. Et elle refusait de mourir, même symboliquement. Un jour, alors qu'elle attendait dans la file d'attente d'une association caritative du 18e arrondissement, elle a remarqué une affiche sur le mur du fond. L'affiche était partiellement cachée par une autre, plus grande, qui annonçait des cours de français gratuits. Amina a dû se pencher pour lire ce qui était écrit. C'était l'annonce d'un concours d'entrepreneuriat organisé par une fondation privée. Le concours s'appelait Femmes en Lumière et il récompensait les meilleurs projets d'entreprise portés par des femmes en situation de précarité. Le premier prix était de 20 000 € et un accompagnement professionnel pendant 6 mois avec des experts en stratégie, en marketing et en finance. La date limite de dépôt des dossiers était dans 3 semaines. Amina a senti son cœur battre plus fort. Elle annote le numéro de téléphone indiqué sur l'affiche sur un bout de papier qu'elle a glissé dans son carnet. Elle a appelé le jour même depuis une cabine téléphonique parce que son forfait téléphonique était épuisé. La personne qui a décroché lui a expliqué les conditions de participation. Il fallait présenter un dossier complet avec un plan d'affaires de taille, une étude de marche, des projections financières sur 3 ans, une description du produit ou du service, et un texte de motivation expliquant le parcours de la candidate. Amina n'avait pas de bureau, pas d'ordinateur, pas d'imprimante. Elle n'avait rien d'autre que son carnet, son téléphone avec un écran fissure, et une volonté de faire. Pendant les 2 semaines suivantes, elle a travaillé sur son dossier chaque nuit dans sa voiture, à la lumière de son téléphone branche sur l'allume-cigare. Elle utilisait son téléphone pour faire des recherches sur le marché de la cosmétique, pour consulter des modèles de plans d'affaires, pour rédiger ses textes dans une application de notes. La journée, après avoir déposé ses enfants à l'école, elle allait dans les bibliothèques municipales pour utiliser les ordinateurs mis à disposition du public. Elle tapait ses textes, elle mettait en forme ses tableaux de chiffres, elle corrigeait chaque phrase avec une minutie obsessionnelle. Elle a préparé un dossier de 40 pages, fait entièrement sur un téléphone à l'écran casse et un vieil ordinateur de bibliothèque dont la touche espace fonctionnait une fois sur 2. Pour imprimer le dossier, elle a demandé à une bénévole de l'association caritative si elle connaissait un endroit où elle pouvait imprimer 40 pages gratuitement. La bénévole, une femme généreuse qui s'appelait Fatima, a imprimé le dossier elle-même chez elle et la apporte le lendemain dans une pochette plastique transparente. Ce geste, Amina ne l'oubliera jamais. Des années plus tard, quand les journalistes lui demanderont comment elle a réussi, elle citera toujours Fatima parmi les personnes qui ont rendu cette histoire possible. Le jour de la présentation, elle s'est rendue au siège de la fondation dans le 9e arrondissement de Paris. Elle portait la seule tenue correcte qu'elle possédait encore, un pantalon noir et un chemisier blanc qu'elle avait lavé à la main la veille dans les toilettes d'une station-service et fait sécher toute la nuit sur le siège avant de la voiture. Elle avait emprunté un fer à repasser à une autre mère du foyer d'urgence pour enlever les plis les plus visibles. Ses chaussures étaient usées mais propres. Elle avait attaché ses cheveux en un chignon seraire et s'était maquillée légèrement avec les échantillons de ses propres crèmes. Face au jury composé de 5 personnes, 3 femmes et 2 hommes, tous des professionnels aguerris du monde des affaires et de la finance, elle présente son projet avec une assurance et une passion qui ont sidéré tout le monde. Elle n'a pas lu ses notes. Elle parle avec son cœur, les yeux dans les yeux des membres du jury. Elle parle de ses produits, de ses clients, de sa vision. Elle explique comment elle fabriquait ses crèmes, pourquoi ses formules étaient uniques et quelle marche elle visait. Elle montre les chiffres de ses premières ventes, modestes mais en croissance régulière. Elle présente les témoignages de clientes satisfaites, des messages qu'elle avait enregistrés sur son téléphone. Puis elle aussi parle de sa situation. De la voiture, des enfants, des poubelles. Elle n'a rien caché. Elle n'avait aucune raison de mentir, et elle savait que la vérité avait plus de force que n'importe quel discours commercial. Sa voix tremble quand elle a évoqué les nuits dans le froid, mais elle ne s'est pas effondrée. Elle termine sa présentation en disant que ce concours n'était pas seulement une opportunité financière pour elle. C'était la différence entre garder ses enfants et les perdre. Un silence lourd a suivi ces mots. L'une des membres du jury a discrètement essuyé une larme. Le président du jury a remercié Amina et lui a serré la main. Mais comme dans tout concours, il y avait d'autres candidats, d'autres projets, d'autres histoires. 23 femmes avaient déposé un dossier. Amina est repartie ce jour-là sans savoir si elle avait gagné.
Les résultats seraient annoncés dans 3 semaines. 3 semaines d'attente insoutenable pendant lesquelles elle a continué à vivre dans sa voiture, à nourrir ses enfants comme elle pouvait, à espérer sans certitude. Pendant ces 3 semaines, elle a continué à fabriquer ses crèmes. Elle avait trouvé un arrangement avec une voisine du foyer d'urgence qui lui prêtait sa cuisine quelques heures par semaine en échange de produits gratuits. Amina fabriquait, conditionnait, et livrait elle-même ses commandes. Le chiffre d'affaires était dérisoire, quelques centaines d'euros par mois, mais chaque vente était une preuve que son produit avait de la valeur. Et puis, un mardi matin, à 9h23 exactement, son téléphone sonne. C'est ce fameux appel. Celui qui a duré 4 minutes et 30 secondes. Celui qui a tout changé. Au bout du fil, la directrice de la fondation, une femme qui s'appelait Catherine Morin, lui a annoncé d'une voix émue qu'elle avait remporté le premier prix à l'unanimité du jury. 3 mois après le concours, le chiffre d'affaires de Lumina avait atteint 500 000 euros. C'était un chiffre incroyable pour une entreprise lancée depuis si peu de temps et avec si peu de moyens. Les médias ont commencé à s'intéresser à son histoire. Un journaliste d'un grand quotidien national l'a contacté pour une interview. L'article est paru en première page un dimanche matin. Cet article a changé la donne. Des investisseurs l'ont appelé. Des chaînes de distribution ont voulu référencer ses produits. Des partenaires potentiels sont venus frapper à sa porte. Amina a reçu des dizaines de propositions. Certaines étaient tentantes. Des offres de rachat à plusieurs millions d'euros. Des propositions de partenariat avec des grands groupes qui auraient pu lui garantir une distribution massive du jour au lendemain. Mais elle a refusé tout ce qui impliquait de perdre le contrôle de sa marque. Elle se souvenait de ce que son père lui avait dit un jour, lors d'une promenade dans les collines autour du village. Si tu construis quelque chose, assure-toi que ça reste à toi. Ne laisse personne te prendre ce qui est à toi. Elle a donc choisi de croître à son rythme, en gardant la maîtrise totale de ses décisions. Elle a levé des fonds auprès d'investisseurs qui respectaient sa vision. 2 millions d'euros en échange d'une participation minoritaire. Avec cet argent, elle a déménagé dans des locaux plus grands, embauche une équipe de production complète, investit dans du matériel de pointe, et lance une gamme complète de produits. Crème pour le visage, huile pour le corps, soins capillaires, sérum. Chaque produit était fabriqué avec des ingrédients naturels soigneusement sélectionnés, sans compromis sur la qualité. 4 mois après le concours, le chiffre d'affaires dépassait les 10 millions d'euros. Amina a engagé un directeur financier, un responsable logistique, et une petite équipe de recherche et développement. Elle ne fabriquait plus les produits elle-même dans son local. Elle dirigeait une vraie entreprise, avec des processus, des normes de qualité strictes, et une chaîne de production structurée. Mais elle n'a jamais perdu ce lien direct avec ses clientes. Elle continuait à répondre personnellement à certains messages, à lire les avis publiés en ligne, à écouter les suggestions. Elle répétait souvent à son équipe que le jour où ils perdraient le contact avec leurs clientes serait le jour où Lumina commencerait à mourir. C'est à cette période qu'un événement totalement inattendu a propulsé Lumina sur la scène internationale. Une actrice célèbre, dont le nom est connu dans le monde entier, a posté une photo d'elle sur les réseaux sociaux en utilisant l'une des crèmes de Lumina. Elle n'avait pas été payée pour CA. Elle avait simplement découvert le produit par l'intermédiaire d'une amie, l'avait adoré, et avait voulu le partager avec ces millions de personnes qui la suivaient. Dans sa publication, elle écrivait que c'était le meilleur produit qu'elle avait utilisé depuis des années et qu'elle ne pouvait plus s'en passer. En quelques heures, le site de Lumina a reçu plus de visites que pendant tout le mois précédent. Les serveurs ont saturé, le site a planté 3 fois, et l'équipe technique a dû travailler en urgence pour rétablir l'accès. Les commandes venaient de partout. De l'Europe, de l'Afrique du Nord, du Canada, des pays du Golfe, du Brésil, du Japon. Amina n'était plus seulement une entrepreneure locale. Elle était en train de devenir une figure mondiale de la cosmétique naturelle. Cette exposition soudaine a amené son lot de défis. Amina a dû gérer une demande qui dépassait de loin sa capacité de production. Les délais de livraison se sont allongés. Certaines clientes ont dû attendre plusieurs semaines. Au lieu de minimiser le problème, Amina a envoyé un message personnel à chaque cliente en retard pour s'excuser et leur offrir un produit gratuit en compensation. Ce geste a coûté cher à l'entreprise sur le court terme, mais il a créé une fidélité incroyable. Des clientes ont partagé ces messages sur les réseaux sociaux en disant qu'elles n'avaient jamais vu une marque traiter ses clientes avec autant de respect. Amina a aussi dû faire face à la jalousie et aux critiques. Quand on réussit aussi vite et aussi fort, il y a toujours des gens pour douter, pour critiquer, pour essayer de vous tirer vers le bas.
Des concurrents ont lancé des rumeurs selon lesquelles ces produits contenaient des ingrédients dangereux. Des inconnus sur les réseaux sociaux écrivaient que son histoire était inventée, que personne ne passe de la rue à 50 millions en 6 mois, que c'était forcément une arnaque. Certains commentaires étaient d'une violence inouïe. Amina les lisait parfois le soir, dans son lit, et elle sentait la colère monter en elle. Mais elle avait appris à ne pas réagir à chaud. Elle attendait le matin, et la colère se transformait en motivation. Chaque critique devenait un fioul supplémentaire pour avancer plus loin, plus vite, plus fort. Pour répondre aux doutes sur la qualité de ses produits, elle a fait tester chaque formule par un laboratoire indépendant certifié. Les résultats étaient excellents. Elle les a publiés intégralement sur son site internet, accessible à tous. Cette transparence totale coupe court aux rumeurs et renforce la crédibilité de la marque. Philippe, son mentor, lui avait dit un jour que la meilleure réponse à la calomnie, c'est l'évidence. Amina a fait de cette phrase un principe de gestion. 5 mois après le concours, Lumina avait dépassé les 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'équipe comptait désormais 150 employés. Amina avait ouvert 4 boutiques dans différentes villes et lance un service de livraison international. Elle avait signé des contrats de distribution avec des enseignes prestigieuses. Chaque semaine apportait de nouvelles opportunités, de nouveaux marches à explorer, de nouveaux défis à relever. Amina dormait 4 heures par nuit et fonctionnait au café et à l'adrénaline. Son corps protestait parfois. Des migraines, des douleurs dans le dos, une fatigue chronique qu'elle masquait derrière un sourire et un enthousiasme sans faille. Mais le succès n'a pas effacé les cicatrices du passé. Amina ne dormait toujours que quelques heures par nuit, non pas seulement parce qu'elle était débordée, mais parce que les souvenirs la hantaient. Les nuits dans la voiture, le froid qui pénétrait les os, la faim qui tordait le ventre, le regard de ses enfants quand ils lui demandaient pourquoi ils ne pouvaient pas rentrer à la maison. Ces images ne s'effacent pas avec l'argent. Elles restent gravées dans la mémoire, comme des cicatrices invisibles, et elles rappellent d'où l'on vient même quand on arrive très loin. Amina a consulté un spécialiste pour l'aider à traverser ce traumatisme. Elle en parle ouvertement, sans tabou, parce qu'elle croit que la santé mentale est aussi importante que la santé physique, et que trop de gens souffrent en silence par peur d'être jugés. Elle dit que le succès financier ne guérit pas les blessures de l'âme. Que l'argent résout les problèmes matériels, mais qu'il ne remplace pas la paix intérieure. Elle a appris à prendre soin d'elle, à s'accorder du temps, à respirer, à marcher dans la nature sans son téléphone. Elle a compris que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage que tout le monde devrait se permettre. Un jour, un lot entier de produits a été rejeté par un laboratoire de contrôle qualité à cause d'un problème de contamination dans la chaîne de production. Des milliers de flacons destinés à la vente ont dû être détruits. La perte financière était considérable, plusieurs centaines de milliers d'euros. Les clientes attendaient leurs commandes et Amina n'avait rien à leur envoyer. Elle a dû rembourser des centaines de commandes et s'excuser publiquement. Ce moment aurait pu être fatal pour une jeune marque. Mais Amina a publié une vidéo dans laquelle elle expliquait avec une honnêteté désarmante ce qui s'était passé, les mesures correctives prises et les compensations offertes. Cette transparence a renforcé la confiance de ses clientes au lieu de la détruire. Plusieurs clientes ont écrit en commentaire qu'elles respectaient cette honnêteté et qu'elles continueraient à acheter les produits de Lumina précisément parce que la marque ne leur mentait jamais. Il y a eu aussi le syndrome de l'imposteur. Des soirs où Amina se demandait si elle méritait vraiment tout ça. Cette petite voix intérieure qui murmure que tu n'es pas assez bien, que tu es une fraude, que tôt ou tard les gens vont découvrir que tu ne sais pas ce que tu fais. Amina a combattu cette voix chaque jour. Elle s'est entourée de personnes bienveillantes, elle a lu des témoignages d'autres entrepreneurs qui avaient vécu la même chose, et elle a appris à faire confiance à son parcours. Personne n'arrive à ce niveau par hasard. Si elle était là, c'est parce qu'elle avait travaillé plus dur que n'importe qui autour d'elle. Parlons de ses enfants. Quand la situation financière s'est améliorée après le concours, Amina a d'abord cherché un logement décent pour sa famille. Un appartement lumineux, dans un quartier calme, près d'une bonne école. Ses enfants ont enfin eu leur propre chambre. Ils pouvaient dormir dans un vrai lit, prendre un bain chaud, manger à leur faim 3 fois par jour. La première nuit dans ce nouvel appartement, ses enfants dormaient déjà profondément quand Amina s'est assise dans le salon, seule, dans le silence. Elle a regardé autour d'elle et elle a pleuré. Pas de tristesse. De gratitude. Parce qu'elle savait d'où elle venait et elle mesurait la distance incroyable parcourue en si peu de temps. Aujourd'hui, ses enfants grandissent dans un environnement stable et aimant. L'aînée, qui a maintenant 9 ans, dit à tout le monde qu'elle veut être comme sa maman quand elle sera grande.
Elle l'accompagne parfois au bureau le mercredi et regarde avec fascination le ballet des employés qui s'activent dans les locaux de Lumina. Le deuxième, qui a 7 ans, adore dessiner et passe ses journées à créer des personnages imaginaires. Amina lui a offert un carnet de dessin, comme celui que son père lui avait offert à elle. Le plus petit, qui a 5 ans, est une boule d'énergie qui fait rire tout le monde au bureau quand il vient rendre visite à sa mère. Pendant les mois noirs, Amina a failli perdre ses enfants. Les services sociaux avaient été alertes de sa situation par l'école. Un travailleur social est venu évaluer les conditions de vie de la famille. Le rapport était alarmant. Des enfants vivant dans un véhicule, sans hygiène adéquate, sans alimentation régulière. Une procédure de placement a été envisagée. Quand Amina a appris cette nouvelle, elle a senti le sol se dérober sous ses pieds. Perdre ses enfants, c'était la seule chose qu'elle ne pouvait pas supporter. C'était la limite au-delà de laquelle plus rien n'avait de sens. Elle s'est battue avec l'énergie du désespoir. Elle a contacté une association d'aide juridique qui l'a mise en relation avec une avocate spécialisée dans le droit familial. Cette avocate, une femme qui s'appelait Maître Leroux, a accepté de la représenter gratuitement parce qu'elle avait été touchée par son histoire. Ensemble, elles ont présenté un dossier aux services sociaux montrant qu'Amina était une mère aimante et dévouée, que sa situation était temporaire, et qu'elle avait un plan concret pour s'en sortir. Le dossier du concours a servi de preuve. Les services sociaux ont accepté de lui laisser un délai supplémentaire, à condition qu'elle trouve un logement stable dans les 2 mois. C'est dans ce contexte que l'appel du concours arrive. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il ne s'agissait pas seulement d'une entreprise. Il s'agissait de garder ses enfants. De leur offrir un toit, de la nourriture, de la stabilité. C'est pour ça qu'elle dit que cet appel lui a sauvé la vie, au sens le plus profond du terme. Sans ce coup de fil, ses enfants auraient peut-être été placés dans des familles d'accueil. Cette pensée lui donne encore des frissons quand elle y repense. 6 mois jour pour jour après ce fameux coup de fil, le chiffre d'affaires cumulatif de Lumina a franchi la barre des 50 millions d'euros. En partant de 300 € et d'une cuisine. En partant d'une voiture garée sur un parking. En partant de rien, ou plutôt de pire que rien. Amina a créé la fondation Les Filles de la Lumière pour aider les femmes en difficulté à lancer leurs projets. Elle a investi une partie importante de ses bénéfices personnels dans cette fondation. Les bureaux de la fondation se trouvent dans le même quartier où Amina dormait dans sa voiture, un choix symbolique qui rappelle à tous les employés pourquoi cette fondation existe. La fondation offre des formations gratuites en gestion d'entreprise, en marketing, en comptabilité et en développement personnel. Elle propose aussi des microfinancements pour les femmes qui ont un projet viable mais pas les moyens de le lancer. Chaque candidate est suivie individuellement par un mentor bénévole pendant 1 an. En moins d'1 an, la fondation a aidé plus de 300 femmes à créer leur activité. Parmi ces femmes, il y a Khadija, une ancienne caissière de supermarché qui a lancé sa propre marque de vêtements pour enfants. Il y a Marie, une mère isolée qui a ouvert un salon de coiffure dans son quartier et qui emploie aujourd'hui 4 personnes. Il y a Fatou, une réfugiée qui a créé un service de traiteur spécialisé dans la cuisine africaine et qui livre des repas à des dizaines de bureaux chaque jour. Chacune de ces femmes avait un talent, une idée, une envie de s'en sortir. Il leur manquait juste le soutien, les connaissances, et le petit coup de pouce financier que la fondation leur apporte. Amina dit souvent que l'argent n'est pas la vraie richesse. La vraie richesse, c'est la capacité à se relever. C'est la force de regarder l'adversité en face et de refuser de baisser les bras. C'est la conviction profonde que chaque être humain porte en lui le potentiel de construire quelque chose d'extraordinaire, quelles que soient les circonstances. Elle dit aussi que la réussite n'est jamais individuelle. Derrière chaque succès, il y a des personnes qui ont aidé, qui ont cru, qui ont soutenu. Le jury du concours, Philippe le mentor, Sarah l'experte en marketing, Nadia la première employée, Fatima la bénévole qui avait imprimé son dossier, Maître Leroux l'avocate. Toutes ces personnes font partie de son histoire, et elle leur doit une part de ce qu'elle est devenue. L'année qui a suivi les 6 premiers mois de folle croissance a été celle de la consolidation et de l'expansion internationale. Amina a compris que croître vite était une chose, mais que durer était une autre. Elle a structuré son entreprise en profondeur, mis en place des processus rigoureux de contrôle qualité, investi massivement dans la recherche pour développer de nouveaux produits. Elle a recruté une chimiste talentueuse qui avait travaillé pendant 10 ans dans un grand groupe cosmétique et qui cherchait un projet porteur de sens. Elle a aussi commencé à exporter. D'abord dans les pays voisins, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, puis plus loin. Le marché africain a été particulièrement réceptif.
Les femmes en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest ont adopté les produits Lumina avec enthousiasme. Les ingrédients naturels, la fabrication éthique, le message d'émancipation féminine porté par la marque, tout ça résonnait fortement auprès de cette clientèle. Amina s'est rendue personnellement dans plusieurs pays pour rencontrer ses clientes. Au Sénégal, au Maroc, en Côte d'Ivoire. Ces voyages l'ont profondément marquée. Elle a rencontré des femmes qui vivaient des situations similaires à celles qu'elle avait connues. Des femmes pauvres, isolées, mais dotées d'un talent immense. Elle a décidé d'étendre sa fondation à l'international. Aujourd'hui, Lumina est présente dans plus de 20 pays, emploie 230 personnes, et son chiffre d'affaires annuel dépasse les 100 millions d'euros. La marque a remporté plusieurs prix d'excellence dans le domaine de la cosmétique naturelle. Amina a été nommée dans les classements des femmes les plus influentes du monde francophone. Elle a été invitée à des sommets économiques internationaux pour parler de l'entrepreneuriat féminin et de l'innovation sociale. Mais quand on lui demande de quoi elle est le plus fière, elle ne parle jamais des chiffres ni des prix. Elle parle des femmes que sa fondation a aidées. Elle parle des vies transformées, une par une. Amina n'a pas oublié les personnes qui l'ont aidée dans ses moments les plus sombres. L'avocate Maître Leroux est devenue l'une de ses plus proches amies. Elles déjeunent ensemble une fois par mois. Fatima, la bénévole qui avait imprimé son dossier de concours, est aujourd'hui responsable de l'accueil à la fondation. L'herboriste de Montpellier est devenu fournisseur officiel de Lumina. Philippe, le mentor, dit que sa plus grande fierté professionnelle, ce n'est pas les 30 ans passés à diriger des grandes entreprises, mais les 6 mois passés à accompagner Amina. Chacune de ces personnes a joué un rôle dans cette histoire, et Amina le rappelle à chaque occasion. La réussite n'est jamais l'œuvre d'une seule personne. C'est toujours une chaîne de gestes, de paroles, et de décisions qui s'enchaînent pour créer quelque chose de grand. Il y a une chose qu'Amina répétait souvent et qui mérite d'être soulignée. Elle parle de ce qu'elle appelle le moment de bascule. Ce moment précis où tout aurait pu aller dans un sens ou dans l'autre. Pour elle, ce moment n'est pas le coup de fil du concours. Le vrai moment de bascule, c'est le matin où elle a ouvert les volets après la mort de son père. C'est la seconde où elle a décidé de ne pas rester dans l'obscurité. Parce que sans cette décision intérieure, il n'y aurait jamais eu de crème dans la cuisine, pas de concours, pas de Lumina, pas de 50 millions. Tout commence par une décision intérieure. Le monde extérieur réagit à ce que vous décidez à l'intérieur de vous-même. Cette phrase, elle l'a répétée à chaque conférence, à chaque interview, à chaque réunion avec les femmes de sa fondation. Parce qu'elle sait que derrière chaque femme en difficulté se cache une décision qui attend d'être prise. Cette philosophie imprégnait toute la culture d'entreprise de Lumina. Les employés ne sont pas de simples exécutants. Ils sont encouragés à prendre des initiatives, à proposer des idées, à grandir professionnellement et humainement. Amina a mis en place un programme de formation continue pour tout son personnel. Elle offre des bourses d'études aux employés qui souhaitent reprendre leurs études. Elle a créé une crèche d'entreprise pour les parents qui travaillent chez elle, parce qu'elle sait mieux que quiconque combien il est difficile de travailler quand on s'inquiète pour ses enfants. Chaque décision qu'elle prend en tant que dirigeante est guidée par une question simple. Est-ce que ça rend la vie des gens meilleure? Si la réponse est oui, elle avance. Si la réponse est non, elle cherche une meilleure voie. Il y a quelques semaines, Amina est retournée sur ce parking en banlieue parisienne où elle dormait dans sa voiture. Elle est venue seule, sans caméra, sans équipe. Elle y est allée un dimanche matin, très tôt, quand le parking était encore vide. Elle s'est garée exactement au même endroit, entre le lampadaire casse et la poubelle verte, elle se souvient de chaque détail. Elle est sortie de sa voiture, une berline neuve cette fois, et elle est restée debout là, en silence, pendant de longues minutes. Les souvenirs s'en remontent comme une vague. Le froid qui pénétrait par les fenêtres mal jointes. La peur de se faire repérer par un vigile. Le désespoir des nuits sans fin. Mais aussi la force incroyable qui la maintenait debout chaque matin. La détermination de cette femme qui refusait de mourir même quand tout autour d'elle semblait mort. Elle a souri, elle a fermé les yeux, et elle a murmuré un merci à la femme qu'elle était à ce moment-là. Merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'avoir tenu. Merci d'avoir cru quand il n'y avait plus aucune raison de croire. Lors d'une conférence devant des milliers de personnes, dans un immense auditorium rempli jusqu'à la dernière rangée, Amina est montée sur scène avec son petit carnet marron. Ce carnet use, aux pages jaunies, dont la couverture est désormais maintenue par un morceau de ruban adhésif. Elle l'a brandi devant le public et elle raconte l'histoire de ce carnet. Comment son père le lui avait offert.
Comment elle y avait écrit tous ses rêves pendant des années. Comment elle l'avait gardé avec elle-même dans les pires moments. Puis elle l'a ouvert à la première page et elle a lu les mots de son père d'une voix tremblante mais claire. Fais de ta vie quelque chose d'extraordinaire, ma fille. Un silence absolu régnait dans la salle. Pas un bruit, pas un mouvement. Puis Amina ferme le carnet, elle regarde l'assemblée droit dans les yeux, et elle prononce ces mots que je vais vous répéter parce qu'ils méritent d'être graves dans la mémoire de chaque personne qui les entend. Vous n'avez pas besoin de 50 millions pour être extraordinaire. Vous avez juste besoin de croire en vous une seconde de plus que le doute ne dure. Une seule seconde de plus. C'est cette seconde qui fait toute la différence. La salle entière s'est levée pour l'applaudir. Un tonnerre d'applaudissements qui a duré plusieurs minutes. Des larmes coulaient sur les visages. Des inconnus se prenaient dans les bras. Des gens qui ne se connaissaient pas partageaient une émotion commune, une connexion profonde avec cette femme sur scène qui incarnait la possibilité de renaître de ses cendres. Ce moment restera grave dans les mémoires de tous ceux qui y ont assisté. Parce que l'histoire d'Amina, ce n'est pas juste l'histoire d'une femme qui a gagné de l'argent. C'est l'histoire de la résilience humaine à son niveau le plus pur. C'est la preuve vivante que les circonstances ne définissent pas qui nous sommes. Que la pauvreté n'est pas une identité. Que l'échec n'est pas une fin. Que la douleur, quand elle est canalisée, peut devenir le carburant le plus puissant qui existe. L'histoire d'Amina Belkacem est loin d'être terminée. Elle a des projets qui dépassent tout ce qu'elle a accompli jusqu'ici. Elle veut ouvrir des centres de formation dans chaque région de France. Elle veut créer un fonds d'investissement dédié aux femmes entrepreneurs en Afrique. Elle veut développer une gamme de produits accessibles à toutes les bourses, parce qu'elle croit que chaque femme mérite de prendre soin d'elle sans se ruiner. Elle veut écrire un livre pour raconter son histoire en détail. Un livre qui sera distribué gratuitement dans les centres d'aide sociale pour que les femmes qui vivent ce qu'elle a vécu sachent qu'une autre vie est possible. Elle veut aussi créer une école de l'entrepreneuriat pour les jeunes issus de milieux modestes, une école gratuite, sans condition de diplôme, ouverte à tous ceux qui ont un rêve et la volonté de le réaliser. Quand on lui demande où elle se voit dans 10 ans, elle répond avec un sourire qu'elle ne sait pas. Et que c'est justement ce qui rend la vie palpitante. Il y a 6 mois, elle ne savait pas non plus où elle serait aujourd'hui. La vie est imprévisible, et c'est dans cette imprévisibilité que se cachent les plus belles surprises. Son père lui disait toujours que la vie est comme un chemin de montagne. On ne voit jamais ce qu'il y a derrière le prochain virage. Mais si on continue à marcher, à un moment, on arrive au sommet. Et la vue d'en haut vaut toutes les douleurs de la montée. Et vous qui me regardez en ce moment, je veux que vous sachiez quelque chose. Quel que soit l'endroit où vous en êtes dans votre vie, quelle que soit la difficulté que vous traversez, il existe toujours une porte de sortie. Parfois cette porte est cachée. Parfois elle est petite. Parfois il faut ramper pour la franchir. Mais elle est là. Le parcours d'Amina nous le prouve. Il y a 6 mois, cette femme dormait dans sa voiture et fouillait dans les poubelles. Aujourd'hui, elle dirige un empire et elle transforme la vie de centaines de femmes à travers le monde. Le seul ingrédient qui a rendu tout ça possible, c'est le refus d'abandonner. Amina dit souvent une phrase qui me touche énormément. Elle dit que les poubelles dans lesquelles elle fouillait ne contenaient pas seulement de la nourriture. Elles contenaient une leçon. La leçon que même dans les déchets, on peut trouver de quoi se nourrir. Et que si on peut trouver de quoi survivre dans les endroits les plus sombres, alors on peut aussi y trouver de quoi renaître. Alors si vous êtes encore là, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que quelque chose dans cette histoire a résonné en vous. Peut-être que vous traversez une période difficile. Peut-être que vous avez l'impression que rien ne va jamais s'arranger. Peut-être que vous avez envie de tout lâcher. Je vous demande juste une chose. Tenez encore un jour. Un seul jour. Parce que le coup de fil qui peut tout changer, il peut arriver demain. Et si vous avez raccroché avant, vous ne le saurez jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui traverse un moment sombre. Quelqu'un qui a perdu espoir. Quelqu'un qui se sent seul face à l'adversité. Cette vidéo pourrait être pour cette personne ce que l'affiche du concours a été pour Amina. Un tout petit signe, une toute petite lumière, qui suffit parfois à changer une vie entière. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, croyez en vos rêves même quand personne d'autre n'y croit. Et surtout, quoi qu'il arrive, ne lâchez rien. Jamais.